Alors, bonjour tout le monde, bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Bienvenue au webinaire sur le temps d'écran et les usages réfléchis du numérique. Donc, que vous l'écoutiez en présence, donc en direct, ou que vous l'écoutiez en différé, sachez que je suis là par la suite là, pour répondre à vos questionnements. Donc, comme je suis seule à l'animation, je vais essayer de jeter un œil à l'occasion de clavardage, mais il se peut là, que je ne sois pas en mesure de le faire en direct tout de suite. Donc, la présentation, vous avez accès à la présentation. Le lien, c'est monurl.ca, usage avec un S, réfléchi avec un S. Donc, je le partagerai là également à la fin de la présentation. Et sachez que cette présentation sera disponible sur la chaîne YouTube des services éducatifs par la suite. Donc, sans plus tarder, les objectifs du webinaire aujourd'hui, c'est tout d'abord d'adopter une vision nuancée des écrans à l'école, puisqu'on entend beaucoup parler dans les discussions dans les médias en ce moment de l'effet néfaste des écrans, mais on entend peu parler du rôle de l'école dans l'éducation au numérique. Donc, on va en parler. On va également distinguer les usages pédagogiques du numérique, les usages actifs et les usages réfléchis. Et je vais vous présenter, on va explorer quelques exemples concrets là, pour des périodes encadrées avec le numérique et également libres aussi. Donc, on va parler des fameuses périodes libres avec le numérique. Et on va relier les usages du numérique, évidemment, à la mission de l'école. Donc, on va revenir au PFEQ, à la mission de l'école elle-même et à la compétence numérique, qui est également un document ministériel. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, vous allez avoir à la fois des exemples, mais aussi, on va venir dans une vision nuancée. Donc, ce que dit la recherche, mais aussi quel est le rôle de l'école dans tout ça. Donc, vous avez sans doute entendu parler dans les médias en ce moment, actuellement, bien pas actuellement, c'est pas mal, les travaux sont pas mal terminés, mais il y a eu une commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Donc, je vais vous présenter tout à l'heure là, un peu où vous pouvez aller consulter tous les mémoires. Donc, il y a de nombreuses personnes ou organismes qui ont déposé des mémoires et qui ont été entendus à cette commission-là. Donc, ça a été à l'Assemblée nationale, évidemment. Donc, on ne se le cachera pas, c'est vraiment en ce moment, donc quelques constats qui ont ressorti de ça, c'est que c'est une préoccupation sociale en ce moment. Donc, au niveau des dépendances, mais là, clairement, il faut différencier qui devient dépendant là, du numérique parce que ça peut causer l'isolement aussi. Et au niveau du développement cognitif et social des jeunes. On parle aussi, à travers tous les travaux qui ont ressorti de cette commission-là, que, évidemment, c'est une responsabilité partagée de l'école et de la famille. Donc, l'école a un rôle à jouer, mais bien sûr, la famille dans l'encadrement de l'utilisation du numérique. Et ce qui a beaucoup ressorti aussi, c'est qu'on vise une utilisation active du numérique en classe. Donc, on essaie d'éviter les moments où les élèves sont passifs et on essaie aussi, dans les lieux de l'école, de proscrire les usages inappropriés. On va en parler un petit peu plus loin. Puis, le constat qui en ressort aussi, c'est que c'est vraiment nécessaire de faire plus de recherches donc sur l'impact du numérique et sur l'apprentissage. Et je vous invite, si le sujet vous intéresse, il y a vraiment, donc on parle beaucoup du rapport de la santé, donc le rapport de la santé publique. On parle dans les médias, évidemment, on fait ressortir le côté négatif, mais il y a aussi un rôle, on a aussi un rôle à jouer dans tout ça. Et je vais vous montrer là, dans la présentation, pas maintenant, mais vous pourrez aller voir là ici, c'est le lien vers la commission. Donc, le lien du site web il y a un rapport intérimaire en ce moment qui a été déposé. Là, c'est principalement sur l'interdiction des cellulaires à l'école. Mais ici, où je veux vous amener, c'est lire les mémoires et voir les vidéos c'est vraiment une lecture intéressante. Donc, c'est les vidéos et vous avez accès aussi aux mémoires là, qui ont été déposées. Donc, les mémoires, vous y avez accès ici. Et vous voyez tous les organismes et les professeurs, etc. Donc, vous pouvez afficher, là, il y en a au-dessus de 70 qui ont été déposés ici. Vous avez accès au PDF. Donc, je vous invite à le faire parce que
ça vous invite à avoir une vision nuancée de la chose et souvent dans les médias, ce qu'on ressort, c'est le côté négatif. Donc, je vous invite à cliquer sur l'image qui est ici là, pour avoir accès à tout ça. Donc, je vais activer le mode plein écran. Donc, on ne se le cachera pas, c'est une préoccupation et ça doit être une préoccupation dans nos milieux aussi en tant que pédagogue. Donc, la réflexion, pourquoi parler des écrans ici dans un webinaire aujourd'hui, c'est que, en fait, le numérique, c'est pas le numérique qui est un problème, c'est l'absence de réflexion sur son usage dans nos milieux ou encore à la maison. Donc, c'est pas le numérique qui est le problème, c'est pas les écrans, c'est pas la quantité d'écrans, mais c'est bien les usages qu'on en fait. Donc, c'est vraiment là la réflexion à avoir. Il y a des comportements à risque, donc des usages non réfléchis qui augmentent les risques chez les jeunes. On en parlera un peu plus loin également. Et on a une responsabilité partagée, c'est ce qui ressort. Donc, l'école a une responsabilité à jouer et la famille également. Donc, et il y a de l'éducation à faire. Donc, comme on est plus conscientisé dans le domaine de l'éducation sur le sujet, il y a une éducation à faire auprès des familles, clairement. Donc, je ressors la fameuse mission de l'école. Donc, j'ai beaucoup aimé un article de l'école branchée. Donc, vous pourrez faire la lecture ici, là. Donc, on a ressorti la mission de l'école. Donc, l'école qui éduque au numérique pour accomplir la mission de l'école. Donc, on parle souvent d'éduquer avec le numérique, mais il faut éduquer au numérique. Donc, c'est-à-dire tout ce qui entoure le développement de l'enfant en lien avec le numérique. Donc, par exemple, peut-on instruire sans numérique en 2025 puisque ça fait partie de la réalité de tous, donc c'est omniprésent dans nos vies. Est-ce qu'on peut instruire donc sans numérique en 2025? Peut-on socialiser sans encadrer aussi des comportements en ligne? Parce que souvent, on a tendance à dire ce qui est en ligne est moins important, mais c'est tout aussi important ce qui se passe en ligne. Donc, tout ce qu'on a accès en ligne, tout ce qu'on peut faire, avec qui on peut connecter en ligne, il faut vraiment prendre un moment pour le socialiser, mais en encadrant les comportements en ligne et peut-on qualifier sans développer la compétence numérique de nos jeunes? Donc, je vais en parler beaucoup de la compétence numérique puisque c'est un document ministériel sur lequel on ne se réfère pas suffisamment, à mon avis. Donc, peut-on qualifier sans développer la compétence numérique des jeunes? Et les exemples que je vais vous présenter ici, on n'a pas besoin nécessairement d'utiliser le numérique pour éduquer au numérique. Donc ça, il faut faire la nuance. On n'a pas besoin d'avoir un écran nécessairement devant nous pour éduquer au numérique. Et c'est la belle nuance à avoir également. Donc, la compétence numérique, justement, le cadre de référence de la compétence numérique, c'est un document là, qui a été publié dans le cadre du plan d'action numérique. Donc, ça fait déjà quelques années que c'est publié. Nous avons, en fait, on revoit la mission de l'école. Donc, quand je parlais qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un écran, donc il faut faire la différence entre l'écran et le numérique. Donc, on peut socialiser en développant donc, je reviens avec la mission de l'école. Donc, on peut socialiser en développant une posture éthique. Donc, c'est la dimension qui est vraiment centrale dans la compétence numérique. Donc, développer des habiletés de citoyens éthiques. Donc, on peut instruire aussi un élément très important, c'est la culture informationnelle, puisqu'on a accès à beaucoup d'informations, on a accès à de la désinformation également, comment rechercher dans un monde où l'accès à l'information est très, très grande. Et surtout, donc avec l'intelligence artificielle aussi, qualifiée en cultivant, développant la pensée critique des jeunes. Donc tout ça peut se faire, vous allez voir à travers le webinaire aujourd'hui, tout ça peut se faire sans nécessairement avoir des écrans devant nous. Donc, on développe l'esprit critique et c'est très important chez nos jeunes en ce moment pour démystifier le vrai du faux et pouvoir aller rechercher les informations. Donc, pouvoir interagir, par exemple, avec l'intelligence artificielle sans prendre tout pour acquis. Donc, c'est 3 éléments très importants à développer chez les jeunes. Donc, ici, dans le cadre de référence, donc je vous parlais que la dimension agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, c'est la dimension qui est centrale
Et au niveau débutant, là, on le qualifie de débutant, intermédiaire, avancé. Là, donc, il y a 3 échelles de progression. Dès le niveau débutant, on mentionne que c'est important au niveau de l'impact du numérique sur son bien-être de comprendre que l'usage du numérique engendre des effets sur son bien-être physique et psychologique, de même que sur celui des autres. Donc, on parle de ça dès le niveau débutant, et évidemment, on gradue là, avec le temps, mais on en vient à adopter des comportements adéquats pour préserver son bien-être physique et psychologique. Mais il faut amener les élèves à réfléchir à tout ça, et ça fait partie de notre rôle, puisque nous sommes en éducation. Donc, il faut éduquer plutôt que bannir tout simplement et de mettre le doigt de mettre un X sur le numérique. Donc, ici, là, je vous remets, ça fait partie du continuum du développement de la compétence numérique. Donc, on a les 4 éléments qui composent la dimension agir en citoyen éthique. Donc, c'est décortiqué ici, puis c'est des exemples de thèmes à aborder. Et je parlais que cette compétence-là peut se développer sans les mettre nécessairement devant un écran. Ensuite, développer et mobiliser sa culture informationnelle. Donc, ici, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a 6 éléments qui font partie là, de cette dimension-là. Donc, sélectionner et utiliser adéquatement l'information en tenant compte du contexte, donc de la surcharge informationnelle, des bulles de filtres, etc. Donc, vous pourrez prendre le temps de le lire là, parce que j'ai beaucoup d'informations aujourd'hui, mais c'est une dimension qui est très importante. Et on parlait, il y a déjà quelques années, d'apprendre à faire des recherches efficacement, d'autant plus présent avec l'intelligence artificielle qui est là, l'accès à l'information, la nombreuses publicités là, qui sont partagées, les bulles de filtre qui font qu'on est dans une chambre d'écho par rapport à notre opinion. Donc, comment aller... Donc, c'est un peu ce qui se passe en ce moment aussi avec le temps d'écran. Là, on vient dans une chambre d'écho. Donc, si on est contre les écrans, là, on va voir vraiment des discours en lien avec les effets négatifs, mais il faut aussi aller chercher la nuance. Donc, ça fait partie là, de la culture informationnelle, et on a aussi développé sa pensée critique à l'égard du numérique qui contient 4 éléments à développer. Donc, il y a 12 dimensions à la compétence numérique, et c'est pas du surplus, là, ça peut très bien s'intégrer, ces activités-là, dans le cadre de nos activités en classe. Donc, je vais vous présenter des exemples tout à l'heure, mais c'est des activités qui peuvent venir à développer là, les dimensions de l'élève. C'est pas, on fait une activité numérique aujourd'hui, mais il faut que ça s'intègre à la vie scolaire également. 3 questions à se poser quand on utilise le numérique avec les élèves. Donc, on essaie d'éviter « j'utilise le numérique pour utiliser le numérique ». Donc, on ne place pas les élèves devant des écrans sans avoir un objectif de l'usage du numérique. Donc, quel est mon objectif, quelle est mon intention pédagogique quand j'utilise le numérique avec mes élèves? Quelles compétences cela va venir développer? Puis, est-ce que réellement ça ajoute une valeur à l'apprentissage, ou est-ce qu'on fait tout simplement reproduire une tâche qui pourrait être très bien faite, un papier, mais qui ne vient pas nécessairement donner une valeur ajoutée à l'apprentissage? Donc, à travers le webinaire aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples de pratiques là, qui ont une valeur ajoutée, justement. Donc, il faut toujours avoir ces 3 questions-là en tête, et c'est d'autant plus important avec... On ne place pas les élèves devant des écrans pour les placer devant des écrans. Donc, il faut avoir une intention, et ça, c'est les 3 questions à se poser toujours. Donc, on parle aussi de l'équilibre numérique. Donc, on va venir parler du temps. Donc, un temps pédagogique versus un temps récréatif. Donc, on sait très bien que certains enfants pourraient avoir beaucoup d'usages récréatifs à la maison qui n'est pas nécessairement encadré. Et c'est ces usages-là qui ont comme un effet davantage néfaste chez les jeunes. On parle de contenu aussi, de la qualité et la pertinence des ressources numériques, et on parle du moment. Donc, c'est vraiment les périodes d'utilisation, donc les moments opportuns et les moments qui le sont moins. Donc, il y a une infographie qu'on présente au centre de service, les 3 éléments de la
culture de l'équilibre numérique. Donc, c'est un bel... peu importe l'âge des jeunes, c'est important là, parce qu'ils ont accès aux écrans rapidement. Donc, on peut venir... les écrans présentent vraiment de nombreux avantages, mais quand ils sont surutilisés ou mal utilisés, ils peuvent au contraire nuire au bien-être. Donc, on tend vers un équilibre. C'est pas une question de temps passé en ligne, mais c'est plutôt un équilibre. Donc, on parle du temps d'écran. Donc, il y a deux catégories de temps d'écran. Donc, le temps pour des obligations professionnelles ou scolaires. Donc, on parle d'un temps pédagogique et d'un temps davantage récréatif. Donc, pour des loisirs ou des fins récréatives. Donc, ça, il faut faire la distinction entre les deux. Et il y a des contenus. Donc, au niveau du contenu, des contenus éducatifs, des contenus rassembleurs ou des contenus interactifs. Donc, par exemple, un questionnaire que l'élève remplit et qu'il reçoit automatiquement une rétroaction. Donc, ça, on parle d'un contenu interactif où l'élève est davantage actif. Et ceux qui ont plus de risques sur la santé, le bien-être, c'est des contenus qui isolent. Donc, qui amèneraient quelqu'un à s'isoler des autres qui ne sont pas nécessairement adaptés à l'âge des enfants. Et j'aime beaucoup le terme calories vides numériques. Donc, c'est du contenu que nous consommons de façon passive. Donc, par exemple, on scrolle le terme, donc on on écoute du contenu TikTok sans avoir d'encadrement et on défile ces vidéos-là sans avoir d'intention. Donc, on peut appeler ça on est complètement passif, donc on fait tout simplement défiler et on consomme sans avoir vraiment d'intention derrière. Donc, on appelle ça des calories vides numériques. On parle aussi de moments d'utilisation qui se séparent en deux catégories. Donc, un moment approprié, donc par exemple dédié au travail ou à des études en ligne, et lorsque ça n'interfère pas avec d'autres activités. Et les moments inappropriés, c'est lorsqu'on est censé faire autre chose. Par exemple, on est dans un repas en famille, au milieu d'une conversation avec des amis, et là, on pourrait... donc, on parle de jeunes, mais il y a beaucoup d'adultes aussi là, qui ont des comportements inappropriés avec le numérique. Donc, il ne faut pas oublier qu'en tant que personne adulte, il faut donner l'exemple aux jeunes aussi. Donc, par exemple, une conversation parallèle, lorsqu'on est dans un souper de famille, on est en train de payer, par exemple, dans un commerce et on est au téléphone avec quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est des moments inappropriés. Donc, par exemple, si on est en train d'écouter des vidéos TikTok pendant qu'on fait un travail ou on étudie, donc ça, c'est un usage inapproprié. Donc, je rappelle à travers tout ça que l'objectif, c'est pas d'éliminer les écrans de nos vies, mais c'est de prendre conscience de la place qu'on leur accorde, puis de surtout miser également sur notre bien-être numérique. Ici, ça vient en lignée avec distinguer les usages donc pédagogiques et récréatifs et des exemples donc avec où l'élève est actif avec le numérique ou il est tout simplement passif. Donc, je fais des comparatifs. Donc, en réalité, on vise le vert, là, mais donc dans la catégorie pédagogique à l'école, donc c'est des recommandations. Donc, par exemple, un usage pédagogique, mais où l'élève est passif, ce serait de lire un PDF sans consigne précise. Donc, l'élève fait tout simplement lire son PDF en ligne sur un écran, alors qu'il pourrait très bien, on le sait là, qu'on dépose, on essaie de faire le moins de photocopies, là, mais on pourrait par exemple ajouter des questions où l'élève pourrait être actif, là, un exerciceur qui serait lié à notre PDF. Aussi, par exemple, si on fait juste remplir un exerciceur aux élèves sans qu'il y ait une rétroaction automatisée, donc quelle est la plus-value à ce moment-ci d'avoir un exerciceur sans qu'il y ait de la rétroaction à l'élève en bout de ligne? Écouter une capsule vidéo, mais sans tâche, donc sans objectif pédagogique derrière. Donc, l'élève écoute la capsule tout simplement pendant 15-20 minutes, mais il n'y a pas de travail qui est lié à cette capsule-là.
Et on a des usages pédagogiques, mais actifs. Donc, par exemple, l'élève crée une infographie. Là, j'ai beaucoup d'exemples Canva, mais crée un balado. Donc là, ça mobilise plusieurs stratégies là, pour l'élève. Donc, créer un livre, avoir un quiz interactif. Donc là, il y a Kahoot, mais il y a plein d'autres plateformes qui permettent d'avoir un quiz interactif où l'élève peut avoir de la rétroaction sur ce qu'il pense, donc des billets de sortie, etc. Donc, la programmation, évidemment, ça vient mobiliser plusieurs dimensions de la compétence numérique, de l'animation stop motion, une exploration encadrée dans Minecraft Éducation. Donc, ça, c'est que j'en ai nommé quelques-uns, je vais en nommer d'autres tout à l'heure. Et évidemment, les moments qu'on essaie d'éviter à l'école, surtout, c'est regarder Netflix ou YouTube sans intention éducative. Donc, les jeunes consomment tout simplement de la vidéo, mais sans qu'il y ait d'objectif. Donc, les périodes libres. Donc, par exemple, dans une période libre où l'élève écoute du YouTube sans intention éducative, une période où l'élève peut jouer librement à Friv. Là. Donc, Friv, c'est des tonnes et des tonnes de jeux qui ont pas nécessairement, sont pas nécessairement liés à notre mission éducative. Donc, ça, on essaie d'éviter ces moments-là. Les périodes récompenses avec l'iPad, c'est pas parce que là, le jeune associe, par exemple, la tablette à un outil de jeu. Et c'est ce qu'on essaie d'éviter à l'école. On veut que les jeunes l'utilisent, qu'ils le voient comme un outil pédagogique. J'ai rien contre que l'élève puisse utiliser le numérique dans des périodes libres. Toutefois, on peut leur donner des objectifs. Donc, par exemple, monter une vidéo personnelle, construire un monde libre dans Minecraft sans consigne, mais construire quelque chose. Donc, on essaie de les rendre actifs et non passifs avec le numérique. Donc, on pourrait leur donner des exemples, donc travailler dans Canva. Déjà là, ça développe leurs compétences en lien avec l'outil et ils sont davantage actifs là, que passifs. Donc, les zones qu'on tente de favoriser à l'école et les zones qu'on essaie d'éviter dans les milieux scolaires. Et je vous présente des modèles aussi là, pour voir est-ce que le numérique a vraiment une plus-value, donc une valeur ajoutée. Donc, le modèle Samar ici, ça date quand même de quelques années, mais c'est un modèle qui est encore, qui est parlant. Donc, ce n'est pas qu'on vise toujours à aller vers la redéfinition d'une tâche. Donc, il y a des modèles, donc la substitution, donc que la technologie fait tout simplement répliquer ce qu'on pourrait faire, là, papier-crayon, sans aucun changement fonctionnel. Donc, ça, c'est la substitution et on va vers la redéfinition d'une tâche. Donc, le numérique amène une transformation de la tâche. Donc, je vous donne des exemples. Par exemple, ici, l'élève rédige son texte narratif dans Canva. Donc, il rédige son texte plutôt que sur papier en utilisant une page blanche. Donc, on s'entend ici que c'est la même tâche. Seul le support change. Donc, si, par exemple, l'objectif, c'était vraiment de développer l'habileté des jeunes à travailler, à écrire, donc ça, il y a déjà là une intention pédagogique. Mais est-ce que d'écrire simplement un texte narratif dans Canva en n'utilisant aucune mise en page, donc c'est tout simplement de la substitution. Et plus on augmente, donc on améliore et on transforme une tâche. Donc, par exemple, ici, au niveau de l'augmentation, donc la technologie agit comme substitution directe de l'outil, mais avec une amélioration. Donc, par exemple, l'élève rédige son texte narratif dans Canva en ajoutant des images libres de droit avec une mise en page soignée et des éléments interactifs comme des liens à cliquer. Donc là, la tâche à ce moment-ci, elle est enrichie, mais elle reste essentiellement la même, qui est la rédaction d'un texte narratif. Et ensuite, au niveau de la modification, c'est que la technologie permet une reconfiguration significative de la tâche. Donc, l'élève crée une infographie interactive à partir de son texte narratif. Donc là, il a écrit son texte, par exemple papier-crayon, mais là, il vient tout simplement représenter, synthétiser son information dans une infographie et il peut y intégrer une capsule vidéo qu'il a enregistrée directement dans Canva. Donc, à ce moment-ci, la production devient multimodale et elle peut être partagée et commentée
par l'enseignant ou par les pairs aussi. Donc, les élèves peuvent venir interagir et apporter de la rétroaction aux jeunes. Et là, quand on vient dans une redéfinition, quelque chose qui n'était pas nécessairement concevable avant, donc c'est l'élève collabore en temps réel avec un autre groupe classe qui est dans la même école ou à l'extérieur d'une école sur une production. Elle peut être multilingue sur un enjeu social aussi parce qu'il y a les options de traduction là, très multilingue, donc ça peut être parce que c'est deux cultures, donc français, anglais, une province anglophone avec une province francophone. Et on peut utiliser médias magiques pour créer nos images. Donc, on vient illustrer là, ce qu'on n'a pas accès nécessairement à partir des images Google et c'est des images libres de droit. Ils peuvent enregistrer leur voix, ils peuvent utiliser la fonction devoir. Donc, à ce moment-ci, la tâche devient collaborative, interdisciplinaire et également, ça nous permet une certaine ouverture, donc de partager avec quelqu'un qui est à l'extérieur de notre école. Donc, c'est une ouverture sur le monde davantage. Donc, on voit là que plus on augmente ici, donc plus l'élève devient actif, donc utilise d'autres dimensions, donc la résolution de problèmes, de la créativité, la production de contenu. Donc, plus on monte, plus l'élève devient actif dans sa tâche. Et on a aussi le modèle PICRAT, qui est un peu un complément du modèle SAMAR, c'est qu'on vise beaucoup l'élève actif. Donc, on passe de l'élève passif à l'élève interactif et l'élève créatif. Donc, c'est ce qu'on vise, là, la création, donc des tâches créatives. Donc, ici, et l'enseignant, ça, c'est l'utilisation de la technologie par l'enseignant. Donc, est-ce que je viens tout simplement remplacer, je viens mettre un support visuel à ma présentation et est-ce que ça transforme ma tâche? Donc, par exemple, ici, l'élève est passif et l'enseignant remplace, donc écouter une conférence avec un PowerPoint. Donc oui, c'est un support visuel, mais l'élève n'est pas nécessairement actif. Donc c'est sûr je ne dis pas que ce n'est pas bon d'avoir des moments où l'élève est passif, mais on essaie de varier. Donc un autre exemple où l'élève est interactif, donc c'est produire une carte mémoire numérique. Et ici, où l'élève est créatif, c'est qu'il pourrait présenter lui-même sa présentation et, par exemple, publier sur un blog. Et donc, ici, amplifier la tâche, et l'élève est quand même passif, mais ça vient amplifier la tâche de l'enseignant, c'est regarder des vidéos explicatives. Donc, on a un thème et on va présenter une vidéo là, qui vient illustrer le thème qu'on est en train de voir en classe. Donc là, l'élève peut concrètement comprendre ce qu'il est en train d'apprendre. Donc, ça vient amplifier. Et une tâche qui serait transformée, en fait, c'est que on invite un expert en classe avec Zoom ou avec Teams et on peut lui poser des questions directement. Donc, un auteur, on pourrait l'inviter et il pourrait répondre à nos questions. Donc, c'est ici, là, c'est un beau modèle là, et j'ai des exemples il y a un document ici là, qui donne plusieurs autres exemples, donc avec Canva, entre autres, là, donc comment on peut jouer dans le modèle PICRAT là, sur nos utilisations. Oups, je vais remettre en mode plein écran. Donc, c'est un modèle là, qui peut vous aider à le comprendre. Donc, c'est un document en soi, là, vous pouvez défiler. C'est un Canva dans un Canva, donc vous pouvez jouer dans le document. Donc, ici, je vous donne un exemple d'un usage réfléchi, là, donc, qui est dans le PICRAT. Donc, la valeur ajoutée du numérique. Donc, ici, c'est un enseignant de 5e-6e année, donc plutôt que de faire une lecture avec un livre papier-crayon, donc peut utiliser Télé-Québec en classe où il y a des outils là, de lecture interactive. Donc, d'un album en modélisant les stratégies de lecture, puis ensemble, la classe se construit une compréhension de l'œuvre. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu les lectures interactives de Télé-Québec en classe, mais ça vaut la peine puisqu'il y a plusieurs ressources. Donc, on développe les stratégies de lecture,
il y a du vocabulaire, donc il y a tout est clé en main là, pour l'enseignant. Et ce livre-là, justement, là, elle est disponible aussi là, dans Biblius, donc ça, c'est un exemple. Mais la part du numérique là-dedans, c'est que par rapport à un livre papier-crayon, par exemple, c'est que l'enseignant peut venir souligner, entourer, relier les informations et ça devant les élèves. Donc, quand on parlait d'un PowerPoint qui est projeté ici, donc la différence avec la lecture interactive, c'est que on a l'effet Agora, là, comparativement à un livre papier-crayon, papier-crayon d'un livre papier. Donc, l'effet Agora, on peut regrouper l'ensemble de la classe autour d'un livre. Ça n'empêche pas d'avoir les versions de cet album-là en papier aussi, mais c'est difficile de regrouper l'ensemble de la classe autour d'un livre pour qu'ils puissent vraiment avoir accès. Et évidemment, il y a l'aide au pilotage de l'activité, c'est-à-dire qu'il y a des questions pour développer les dimensions de la lecture et on a accès aussi directement à la narration audio disponible. Donc, c'est disponible pour nos élèves avec les effets sonores aussi soutenant le récit. Et il y a plusieurs fonctions d'accessibilité, dont la synthèse vocale, grossir les caractères, donc modifier l'affichage du texte. Donc là, la part du numérique est vraiment là et c'est présenté comme ça. Et ensuite, ici, là, c'est qu'avec École en réseau, il y avait mené une activité où les élèves avaient accès à l'auteur pour pouvoir clarifier leur compréhension, avoir des échanges avec l'auteur, donc pour valider leur compréhension. Donc, c'était une activité avec École en réseau qui permettait là, de pouvoir, suite à la lecture de cet album-là, de pouvoir échanger directement tous les élèves dans leur classe là, avec l'auteur. Donc ça, c'est là on le voit vraiment, la part du numérique dans tout ça. Je vais vous en présenter quelques autres usages en rafale, donc réfléchis du numérique. Je vous rappelle que les questions à se poser, c'est quel est l'objectif de l'usage du numérique, quelles compétences ça vient développer, puis quelle est la valeur ajoutée à l'apprentissage. Donc, ce qu'on vise, en fait, là, je vous ai déjà parlé tout à l'heure de 3 dimensions là, qui se, donc, agir en citoyen éthique, qui se développent sans nécessairement utiliser le numérique. On a la culture informationnelle et la pensée critique, mais la collaboration, donc on vise la collaboration, la production de contenu et l'innovation et la créativité avec le numérique. Donc, on vise vraiment une utilisation critique et on veut venir travailler la créativité avec le numérique. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment là la valeur ajoutée du numérique. Donc, ici, là, vraiment en rafale, vous avez des exemples. Donc, ici, la création d'un magazine numérique avec Canva. Donc, ici, c'est une enseignante de chez nous là, qui a travaillé ça avec ses élèves. Donc, imaginez, à la fin, donc les élèves ont fait cette production-là et après, ils les ont imprimés là, en format plastifié et les livres seront lus à la bibliothèque de l'école. Donc, imaginez, vous avez accès au modèle ici, mais ça, donc c'est vraiment la valeur ajoutée puisqu'il y a un destinataire, c'est une production qui est quand même très, très belle. Donc, ça a été réalisé, je tiens à le préciser, par des élèves de 2e année. Ensuite, ici, je vais l'arrêter. Donc, on peut faire la création d'un livre audio. Donc, ici, c'est des élèves de Madeleine Bergeron là, qui sont venus. Donc, c'est pas possible de le faire donc sans numérique. Donc, ici, ils sont venus générer des images avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est des lutins. Donc, c'est un livre audio dans le cadre de Noël, évidemment. Et c'est des lutins là, qui sont en fauteuil roulant. Donc, ils ont placé plusieurs images et directement là, dans Canva, ils ont enregistré leur voix. Donc, c'est un projet aussi de Madeleine Bergeron. Ensuite, ici, c'est une capsule vidéo d'élèves de Rochebelle. Donc, un vêtement est porté 10 fois avant d'être remplacé. C'est une vidéo pour... Plus connue sous le nom de fast fashion. Je vais l'arrêter. Donc, c'est une vidéo ici là, qui sert à illustrer une problématique. Donc, les élèves ont synthétisé l'information, ils ont fait une collecte. Donc, on a développé beaucoup de dimensions de la compétence numérique en réalisant ce travail-ci. Le balado aussi, là, ça peut donner une voix
et c'est un projet qui est mobilisateur entre plusieurs personnes. On ne peut pas juste faire une recherche et redire ça dans un balado, là. On vient mobiliser la culture informationnelle, on travaille la production de contenu, la gérance citoyennetique, qu'est-ce que je peux dire ou pas dire. Donc, enregistrement d'un balado intéressant aussi. Donc, la création d'affiches ici, là, donc on utilise l'intelligence artificielle pour illustrer nos pensées. Donc, ensuite, on a d'autres exemples de création d'affiches où les élèves reproduisent des affiches de films. Donc, les élèves sont actifs ici, il faut qu'ils pensent à ce qu'ils vont faire. Donc, on vient travailler la créativité. Et ici, je parlais, donc, oui, on peut très bien faire des cartes de souhait avec d'autres outils que le numérique, mais ici, c'est une école du Nouveau-Brunswick là, qui ont décidé, donc, suite à la réalisation d'une problématique, donc, c'est un projet entrepreneurial. Donc, les élèves ont réalisé que dans leur communauté, ils avaient très peu accès à des cartes de souhait en français, là, puisque c'était souvent du matériel en anglais. Donc, les élèves ici ont développé des cartes de souhait donc avec Canva, qui ont ensuite partagé là, avec leur communauté, les ont imprimés. Et donc, c'est vraiment ici pour répondre à quelque chose là, de la communauté. Donc, c'est une utilisation une utilisation réfléchie. Et ici, par exemple, c'était la production d'un journal télévisé. Donc, ce n'est pas un réel projet d'élève, mais c'est pour montrer là, la qualité. On n'arrive pas nécessairement à faire une production du genre sans le numérique. Et ce qui est intéressant dans ces projets-là, c'est qu'ils ne peuvent pas tout simplement recracher ce qu'ils ont trouvé, l'information qu'ils ont trouvée sur l'intelligence artificielle. C'est important de faire un plan, de synthétiser, de trouver la bonne information. Et souvent, il y a un public, un destinataire, donc ils réfléchissent davantage à ce qu'ils vont partager. Et ensuite, on a la création d'infographies. Donc, par exemple, plutôt que de faire simplement un texte, on fait faire le texte, mais ensuite, on vient faire une synthèse de leur texte. Donc, pour voir s'ils comprennent, à la suite d'une lecture, on fait faire un portrait d'un personnage. Donc, il y a différents types d'infographies et on peut venir aussi, quand on fait une production orale, plutôt que d'avoir le PDF, bien, on peut, ça c'est un projet d'un enseignant de pionnier, donc Dominique Gay, que, par exemple, il faisait inventer un animal imaginaire ou une plante fantastique. Donc, les élèves devaient donner les caractéristiques et à la suite de ça, les élèves faisaient générer à l'aide d'un média magique leur personnage, par exemple. Donc, ça peut donner là, accès à une créature du genre. Donc, à l'aide de Canva, tu inclus, tu réponds aux questions qu'il y a ici et ensuite, là, tu peux voir réellement ce que ton personnage donne, donc en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, je sais que le temps file, mais ça, c'était des exemples d'usage réfléchi du numérique et je vais vous partager maintenant des activités pour développer les dimensions 1 et 11. Donc, la dimension agir en citoyen éthique et la dimension développer la pensée critique. Donc, le site NUM du récit du développement de la personne regorge d'une tonne d'activités. Donc, je vais vous présenter quand même, ça vaut la peine que j'ouvre le site. Et je vais vous présenter seulement les activités là, pour le temps en lien avec le temps d'écran. Mais quand on vient dans la section ressources ici, donc on fait ressources site NUM, on peut venir filtrer par niveau scolaire et par thématique. Donc moi, ce que je vous ai montré, c'est le temps d'écran et des activités d'apprentissage. Et là, vous pourrez venir tout simplement choisir le niveau scolaire. Et là, vous voyez qu'il y a 6 activités et c'est ce que je vous présente dans la prochaine diapositive. Donc, j'ai pris le temps de vous les ressortir. Donc, on peut y aller tout simplement avec la littérature jeunesse au primaire. Là. On peut parler de numérique sans utiliser le numérique. Et ici, il y a 3 activités avec la littérature jeunesse qui sont prêtes dans l'activité. Là, c'est des lectures interactives. Vous avez les questionnements qui sont là. Donc, c'est des activités qui sont montées à partir d'une littérature jeunesse.
à partir d'un livre jeunesse, donc un album. Donc, si vous l'avez pour le premier cycle du primaire, donc on peut ouvrir le dialogue dès le primaire là, sur le temps d'écran pour développer là, le processus de réflexion par rapport à nos habitudes. Ici, c'est un autre album, on n'a pas allumé la télé, donc ici, c'est pour le premier cycle également. Et quand vous cliquez sur les images dans la présentation, ça vous mène directement à l'activité. Et ici aussi, c'est une lecture interactive, mais c'est un personnage là, qui aime beaucoup jouer à des jeux vidéo. Donc, vous pourrez découvrir la lecture, mais un grand jour de rien, vous cliquez. Et cette fois-ci, c'est pour le troisième cycle du primaire. Et ensuite, on a des activités pour le secondaire et le troisième cycle du primaire. Donc, on a ma tarte numérique ici qui amène les élèves là, vraiment à décrire et analyser leur propre temps d'écran en travaillant évidemment là, notre tarte numérique. On travaille un peu les mathématiques à travers tout ça, mais c'est une façon d'ouvrir les discussions avec les jeunes. Et on a mon temps, mon choix. Donc, de réfléchir aux notions d'autonomie et de liberté là, face à l'utilisation des écrans au premier cycle du secondaire. Et on a aussi le temps d'écran, cette patate chaude. Donc, c'est une activité là, qui mobilise une période. Donc, c'est la durée d'une période. Et c'est une activité là, qui permet d'alimenter une discussion avec les jeunes là, sur le temps d'écran. Donc, je me suis concentrée vraiment sur le temps d'écran, mais c'est des belles activités à découvrir. Et maintenant, comme j'en parlais, l'école a un grand rôle à jouer là, dans l'éducation au numérique, mais il faut aussi avoir le dialogue avec les familles et c'est très important aussi de... Attends un petit peu... Ce que je dis souvent, c'est que les parents là, ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'on fait à l'école avec le numérique et qui ont une valeur ajoutée. Donc, c'est important de documenter là, ce que vous faites dans vos écoles et de présenter ces pratiques-là aux enseignants, puisque c'est nous les spécialistes en pédagogie, c'est nous qui savons si ça représente un avantage pour l'apprentissage. Donc, c'est important dans vos présentations d'ouvrir les dialogues avec les familles, de documenter, de présenter toutes les bonnes pratiques que vous faites en lien avec le numérique pour les amener à avoir une vision nuancée aussi du temps d'écran et aussi de les amener à discuter avec leurs enfants du numérique, donc d'encadrer davantage l'utilisation du numérique à la maison. Et je vous partage une technique qui a été présentée par Stéphanie Dionne, donc la technique GPS pour encadrer l'usage des écrans à la maison. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le partager puisque c'est 3 questions, en fait, qu'on peut, juste pour ouvrir la discussion avec notre enfant, qu'est-ce que tu vas faire avec le numérique? Donc, qu'est-ce que tu t'en vas faire maintenant? Donc, clarifier l'objectif de l'activité numérique. Donc, juste de se prononcer, l'enfant va devoir réfléchir à ce qu'il va faire, de leur demander jusqu'à quand tu vas utiliser le numérique, donc de définir une limite de temps claire. Donc, l'enfant, dès qu'il va prendre l'outil, il va savoir qu'est-ce qu'il va faire et jusqu'à quand. Il va l'avoir dit clairement à son parent. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Donc, planifier la transition vers une autre activité. Donc, c'est une façon, c'est dans le dialogue, c'est tout simple, mais c'est une technique là, que vous pouvez présenter clairement aux familles pour pouvoir juste discuter de l'usage de l'écran à la maison. Donc, elle est illustrée également, là, la technique du GPS à l'aide de cette infographie. Donc, vous avez accès à tout ça. Donc, c'est tout simple ce qu'on peut donner comme outil aux parents, mais déjà ça va permettre d'ouvrir le dialogue avec l'enfant à la maison. Et il y a ici, je vous partage également, là, vous pourrez, en cliquant sur la ressource ici, c'est un Padlet qui a plusieurs ressources là, sur le temps d'écran et l'IA, donc comment en parler avec les parents. Donc, vous avez accès à plusieurs ressources là, que je vous partage ici. Donc, des références aussi avec des ateliers, des organismes qui parlent du sujet. Donc, les usages numériques à l'école. Donc, ici, c'est un exemple d'infographie que vous pouvez partager, dire, ben voici comment on se sert du numérique à l'école. Donc, pour leur présenter que vous l'utilisez quand ça a
une pertinence pédagogique. Et aussi, je conclus en parlant qu'il y a 3 questions à se poser. Je rappelle les 3 questions. Donc, quand je veux utiliser le numérique avec les élèves, quel est l'objectif de l'usage du numérique? Quelles compétences ça va développer? Donc, quelle dimension de la compétence numérique je vais venir développer? Puis, est-ce que ça ajoute une valeur à l'apprentissage si j'utilise le numérique avec mes élèves? Et finalement, c'est pas, on parle beaucoup de temps d'écran, mais c'est pas l'écran, c'est vraiment l'usage. Donc, c'est pas l'écran qui est nécessairement néfaste, mais c'est les usages non réfléchis du numérique. Donc, il y a vraiment une réflexion pédagogique qui doit guider vos choix technologiques. L'école doit être un modèle d'équilibre, on doit en parler d'équilibre numérique, puis on doit montrer l'exemple d'une utilisation réfléchie et équilibrée pour que les élèves puissent transposer ça dans leur vie personnelle. Donc, on essaie d'éliminer toute période de récompense où il n'y a pas vraiment d'intention pédagogique derrière, ou du moins encadrer les périodes libres avec le numérique là, pour éviter qu'il y ait des calories vides dans nos milieux et des ressources pour agir. Donc, je vous partage des outils concrets là, ici. Donc, j'ai l'organisme Pose ton écran là, qui est très intéressant à consulter. Il y a des outils à télécharger ici là, pour les parents. Je vais vous montrer. Donc, pose ton écran ici. Je vais ouvrir d'abord. Il y a une section pour l'espace professionnel là, qui est pour les pédagogues, donc pour les gens qui œuvrent en éducation. Donc, vous avez des ressources là, pour vous. Il y a une tonne en fonction des âges. Là, il y a une tonne de ressources à télécharger. Donc, ici, les écrans dans les écoles primaires. Donc, ça peut être intéressant. Là, je parle d'école primaire, mais il y a du matériel pour les écoles secondaires aussi. Là, je vous montre juste un exemple de ce à quoi ça ressemble. Donc, ici, là, donc, guide informatif sur l'utilisation des écrans. Et là, on a un beau guide là, qui est là à votre disposition. Et ce que je voulais, donc, plan de pause, plan de match numérique, pause. Donc, vous avez vraiment, il y a beaucoup d'outils. Et je vous présente la même chose pour les parents. Donc, en début d'année, quand on ne sait pas trop quoi leur donner pour les sensibiliser à l'usage du numérique. Donc ici, là, le 0-5 ans, c'est moins applicable pour nous, mais on a la fiche conseil pour les 6-12 ans, 10 conseils pour la gestion des écrans chez les 6-12 ans, plan de match numérique pause. Donc 13-17 ans, ici, on a contrat d'utilisation du cellulaire, entente familiale des écrans. Donc, 44 activités à faire. Bon, bref, il y a beaucoup d'outils pour les parents. Et sans avoir à tout faire en début d'année, ça peut être vraiment un outil intéressant. Et vous avez le lien vers le site NUM, le cadre de référence de la compétence numérique et le lien vers l'infographie de l'équilibre numérique que je vous ai partagé en début de présentation. Et ici, ce que je vous présente, c'est l'espace professionnel que je viens de vous présenter et d'autres ressources de Pose ton écran. Et il y a un beau balado aussi qui a été fait par le récit du développement de la personne. Puis le thème de ce balado-là spécifique que je vous partage, c'est pourquoi le temps d'écran, cette patate chaude. Donc, c'est vraiment tout dans la nuance aussi. C'est un beau balado à écouter. Et finalement, si vous avez des questions, monurl.ca, usage réfléchi. Donc, ça, c'est la ressource, pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Mon adresse, corinegilbert.cssdd.gouv.qc.ca et mon compte Twitter, mon compte, le groupe Facebook. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de vous abonner. Et encore, donc, il y a le site du récit du Centre de service des découvreurs. Il y aura une refonte qui sera faite cet été et d'ailleurs, cette présentation-ci sera déposée là, sur le site. Donc, vous pourrez y accéder de cette façon, mais sinon, elle va être déposée également sur la chaîne YouTube des services éducatifs. Donc, je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Au plaisir!